Bonjour et bienvenue dans Point Paul, la nouvelle grande émission politique du web, lancée et imaginée conjointement par l'internaute.com, par le Lab d'Europe 1, représenté aujourd'hui par Sylvain Chazot, Bonjour. par le Huffington Post, représenté aujourd'hui par Alexandre Boudet, Bonjour. et par le Journal du Dimanche, représenté par Vivien Vergniaud. Bonjour. Bonjour messieurs, notre invité aujourd'hui est maire de Chantilly, les députés de l'Oise, ancien ministre, secrétaire général de Les Républicains, numéro 2 du parti. Il roule pour Nicolas Sarkozy et veut en finir, il le dit lui-même, avec le stage de François Hollande à l'Élysée. Notre invité aujourd'hui est Éric Woerth. Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger. Bah, Deschamps peut le dire. Deschamps peut. Jeanne, au secours! Et qui vient sur la Grande Muraille conquiert la bravitude. Bonjour Éric Woerth. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans Point Paul. On commence tout de suite par notre première séquence qu'on a intitulée « Légender cette photo ». Alors le principe est simple, vous voyez une photo qui apparaît devant vous, une photo qui nous a beaucoup surpris, qu'on a exhumée des placards. Elle date de 2008, elle a été prise à Bercy. Elle appelle évidemment un commentaire, une réaction. C'est deux choses. Les pompiers de Bercy étaient venus me voir quand j'étais arrivé en me disant on fait des exercices, etc. Si vous pouviez venir nous saluer, je leur ai demandé quel type d'exercice. Ils m'ont dit qu'ils descendaient en rappel les façades de Bercy. J'aurais dit je pourrais peut-être participer en fait à cet exercice. Donc je l'avais fait. Peu de ministres qui sont capables de faire ça. Oui, c'est pas très difficile pour tout vous dire. Moi, je fais d'abord de l'alpinisme, j'en fais depuis toujours, donc c'est pas très difficile. Puis c'est drôle de voir des collègues tout d'un coup au travers de la vitre, mais de l'autre côté, c'était un peu surpris. Voilà. C'était drôle, c'était amusant, puis ça faisait participer à quelque chose d'inédit vis-à-vis du personnel de Bercy. Il faut s'occuper, quand on est ministre, je pense qu'il faut s'occuper de l'ensemble du personnel qui est sous votre autorité. On doit oublier personne et les pompiers, les forces de l'ordre. C'est un geste aussi vis-à-vis du personnel de Oui, Bercy. oui, c'est amusant. De temps en temps, on n'est pas obligé de faire des trucs ennuyeux. Vous le disiez, vous aimez beaucoup l'alpinisme, hein. Vous êtes même, on peut le dire, quelqu'un de plutôt expert dans le domaine. C'était dans un reportage de Paris Match en 2010. Vous disiez à propos d'un spot que vous aimez beaucoup, qui est l'Aiguille du Midi. J'ai bien compris, vous disiez, il y a cette lumière magnifique, cette arête qui plonge dans la vallée blanche. Au cours des longues soirées à l'Assemblée nationale et au Sénat, il m'est arrivé des dizaines de fois de me dire, tu es dans un tunnel et tout d'un coup, tu vas sortir sur l'arête et respirer un peu d'air pur. Vous avez toujours cette image, même en campagne, là, cette année Oui, moi, chacun a ses petites images dans la tête qui le rassurent ou qui l'émerveillent. Et les images de montagne m'émerveillent parce que c'est un univers assez brut. Hein. C'est une nature brute, brutale et tellement magnifique, minérale. Il y a beaucoup de neige et de glace et le soleil prend. Et dans cette aiguille du Midi qui est absolument magnifique, il y a un tunnel au fond qui débouche. Et donc il y a ce tunnel un peu noir, un peu froid avec le vent qui s'engouffre. Et puis tout d'un coup, il y a cette arête un peu impressionnante souvent hein, pour ceux qui ne font pas trop de montagne. Mais il y a du soleil, puis il y a cette magnifique vallée blanche. Ouais, vous voyez, quand j'en parle, moi j'ai tout de suite envie d'y aller. On se demande pourquoi est-ce que vous êtes encore engagé en politique. Oui, mais je me le demande aussi. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Mais la politique, c'est aussi, il y a beaucoup de liens avec l'escalade. Il y a l'affaire de, vous savez, la cordée, c'est quelque chose de très très important. Et en politique, tout le monde ne joue pas uniquement pour sa propre pomme ou son propre ego ou son propre nombril. On essaye aussi d'avoir une forme de solidarité collective. Alors ça ne se voit pas toujours beaucoup, c'est pas flagrant, mais enfin ça existe. Et puis il y a des rétablissements. En escalade, on passe son temps à se rétablir, en politique aussi. On a un peu l'impression quand même que cette campagne de la primaire pour Nicolas Sarkozy, c'est un peu l'Everest par la face nord quand même. C'est un objectif difficile, en tout cas à l'heure qu'il est. Bien sûr que c'est difficile, mais c'est difficile d'être candidat à l'élection présidentielle. C'est probablement encore plus difficile pour Nicolas Sarkozy que pour tout autre. Il l'a été, donc confronté évidemment à la question pourquoi vous ne l'avez pas fait avant. Toutes ces questions qui reviennent régulièrement, ce qui est naturel. On les pose en général à un maire d'ailleurs quand il se représente à une élection municipale ou à tout responsable qui a exercé une responsabilité. En même temps, ceux qui sont candidats avec lui ou contre lui ou à côté de lui, ceux qui sont en compétition ont souvent été membres de son propre gouvernement, ont soutenu la politique de A jusqu'à Z. Donc il n'y a pas de perdreau de l'année dans cette affaire. Il y a des gens qui ont déjà de l'expérience et qui ont participé à des gouvernements. S'il est de nouveau premier de cordée, tout le monde le soutiendra, tout le monde lui fera confiance. Je pense, oui. Enfin, la règle du jeu en matière de primaire, elle doit être parfaitement respectée.
Avant, on fait campagne, on peut dénoncer ou attirer l'attention sur un certain nombre de sujets. On le fait par exemple sur l'idée que des électeurs de gauche pourraient venir voter dans la primaire. On tire un signal d'alarme Oui, et on a le droit de le faire. Et en même temps, on ne met pas en cause évidemment la primaire. La primaire, celui qui gagnera cette primaire, il sera soutenu par les autres. Moi, je soutiendrai sans arrière-pensée, avec enthousiasme, celui ou celle, puisqu'il y a une candidate, qui sera élue le soir du 27. C'est la règle, c'est la règle. Justement, venons-en au chapitre consacré à la candidature de Nicolas Sarkozy et aux primaires, avec une première question, Sylvain, sur l'actualité du jour. Avant de parler de la primaire de la droite, on va parler de la primaire d'Europe Écologie Les Verts. Il y a eu le premier tour mercredi, avec une surprise, Cécile Duflot éliminée dès le premier tour. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça vous donne un peu d'espoir? Ou vous dire que finalement, il peut y avoir des surprises dans n'importe quelle primaire? Mais moi, je ne savais pas qu'il y avait une primaire chez les écologistes. Alors que je savais qu'il y avait l'idée d'une primaire, je ne savais pas qu'elle était engagée. Donc, comme beaucoup de gens, j'ai été surpris hier par cette annonce. Voilà, je pense que c'est une primaire extrêmement discrète. Entre eux, ce qui est assez bizarre d'ailleurs, parce que pour des personnes qui sont soi-disant attachées à la politique collaborative, enfin à toutes ces choses-là, il n'y a pas moins collaboratif que les Verts. En réalité, il y a un décalage complet entre l'image de ce qu'ils voudraient être et de ce qu'ils sont. En réalité, c'est un parti qui se chamaille, c'est le pire de la politique. Après, Mme Duflot se fait éjecter, j'en sais rien, c'est des règlements de compte. Les Verts, c'est d'abord des règlements de compte plutôt que de l'environnement. Mais donc, vous n'en tirez aucune conclusion pour vous-même? Ah non, ça n'a rien à voir. Nous, on a une primaire qui est ouverte, qui est large, qui est réservée aux électeurs de droite et du centre, avec des candidats, avec des débats devant la presse, devant vos collègues. Enfin, non, c'est une primaire sérieuse. Et c'est une primaire qui, dans le premier tour, a lieu dans exactement un mois. Ça fait 2 mois, quasiment jour pour jour, que Nicolas Sarkozy est officiellement candidat. Est-ce que la campagne se passe comme prévu? On a quand même l'impression que s'il y avait eu une dynamique en sa faveur sur la première partie après la déclaration de sa candidature, aujourd'hui ça plafonne, pour ne pas dire que ça chute? Ça dépend comment on regarde les choses. Les sondages, je ne sais pas s'ils sont bons ou s'ils sont mauvais. On voit que Nicolas Sarkozy est toujours en tête dans l'électorat de droite et du centre droit. Qui n'est pas le seul. Mais qui n'est pas... Voilà, après... J'ai du mal à fixer une opinion d'ailleurs parce que... Est-ce que vous considérez qu'il est le favori aujourd'hui, Nicolas Sarkozy? Non, je ne crois pas qu'il soit... D'ailleurs, ce n'est pas en position de favori. Je vois que beaucoup insistent plutôt sur Alain Juppé, que Nicolas Sarkozy est la cible de tout le monde. Tous les autres candidats, en fait, mènent une campagne assez tranquille. C'est-à-dire qu'ils font leurs réunions, ils font leurs propositions, ils font une campagne sérieuse, je ne dis pas sérieuse, mais elle est assez tranquille. Ils sont attaqués strictement par personne, ni Donc par le la seul qui est presse, mouvement, c'est voilà, Nicolas ni Sarkozy. par un autre candidat. Nicolas Sarkozy est attaqué par tous les candidats, à un moment donné ou à un autre. Et ça vous rassure? Il est aussi dans la presse, c'est quand même assez malmené. Non, ça ne me rassure pas, je constate. Et je constate que ça peut probablement poser un certain nombre de questions ou affaiblir. Mais lui, il est fort dans sa tête, il est fort dans ses équipes, il est fort dans son projet et dans son programme. Donc je pense que ça se verra et qu'on n'est pas prêt, qu'il y aura des surprises. Cette affaire n'est pas pliée. Ce qui est plié souvent se déplie. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. On voit bien que le corps électoral n'est pas stabilisé non plus. Cela dit, Eric Woerth, il y a quelque chose qui tracasse beaucoup les observateurs politiques, c'est le fait que Nicolas Sarkozy multiplie beaucoup les raccourcis, parfois les contre-vérités, notamment sur les enseignants qui sont supposés travailler que 6 mois, sur l'influence de l'homme sur le réchauffement climatique, sur ces soi-disant 5 non-lieux, etc. Ça fait beaucoup. On peut commencer à établir une liste assez conséquente. Est-ce que vous nous dites parfois, est-ce que vous ne dites pas qu'il va trop loin dans l'intox? Est-ce que ça ne vous gêne pas quelque part? Il est attaqué de manière tellement caricaturale, tellement forte, tellement puissante, que parfois il y a peut-être des simplifications, mais les choses sont toujours justes. Les non-lieux, il en a eu toute une série, ou des procédures judiciaires qui ne sont jamais allées jusqu'au bout. C'est trop facile, oui, mais c'est trop facile après. Dès qu'il y a la moindre attaque, on le traîne dans la boue, et puis par ailleurs, dès que la justice dit non, M. Sarkozy n'a rien à se reprocher, on commence à faire... Au fond, on a l'impression que dès qu'on est exempté d'une faute, c'est le juge qui s'est trompé. Il y a des moments, ça commence à bien faire sur aussi. Sur les formes de contre-vérité qu'il a il n'y a pas de contre-vérité. Sur les enseignants, si, il y a une contre-vérité. Il dit que les enseignants travaillent 6 mois par an, ce qui est totalement faux.
c'est pas complètement faux, là. Il y a 15 jours de vacances, il y en a travaille en 9 été. mois, 180 jours, ça fait 9 mois. Oui, dans mais l'année. ça fait 6 mois. Non, Même ça sur fait le 9. décompte, même sur le décompte. Mais c'est- la question est de savoir comment on peut réformer l'éducation nationale. Et si on met le maître au cœur de l'éducation nationale, il faut aussi dire un certain nombre de choses. C'est que probablement les enseignants pourraient travailler plus. Alors je sais bien, c'est pas politiquement très correct, ça On va fait y peur à tout revenir, le monde. d'ailleurs. On va y Les revenir, enseignants surtout pourraient sur- travailler plus, ils pourraient aussi gagner plus, et les enfants pourraient à ce moment-là être peut-être mieux encadrés là où ils sont. Mais ça veut dire faire autrement. On est Bien sûr. quand même dans Ça, c'est sur le on est fond. quand Mais même sur la dans un forme, état. on Oui, a mais moi je suis l'impression- sur le fond. On a l'impression qu'il travaille un peu au marteau-piqueur dans cette campagne. Vous voyez, Écoutez, qu'il y a la scène des... je ne connais pas de candidats qui connaissent mieux les dossiers que lui. Vraiment. Tous les dossiers. Il a été président de la République. On n'a jamais remis en cause sa compétence, nulle part. On a remis en cause d'autres choses. On peut dire qu'il ne se comportait pas comme il faut, ou il énervait, ou il irritait, etc. Bon, tout ça, on a entendu ça 1000 fois, et chacun juge comme il veut. Enfin, sur le fond, personne n'a dit il n'est pas à la hauteur de la tâche, ce qui est le cas du président actuel. Donc c'est pas tout à fait pareil. Et bénéficier de l'expérience d'un ancien président de la République, par les temps qui courent, c'est plutôt une bonne chose, me semble-t-il, de mon point de vue, c'est plutôt une bonne chose pour la France. Restons sur les primaires. Oui, vous aviez dit souhaiter tout faire pour que les électeurs de gauche ne votent pas à la primaire. Est-ce que vous regrettez au final cette primaire ouverte, le fait qu'elle soit ouverte? Non, je regrette rien, je regrette pas l'exercice. L'exercice, il est ce qu'il est, mais j'ai le droit de commenter l'exercice sans remettre en cause l'exercice, ni sans remettre en cause le résultat futur de cet exercice. Donc je pense qu'on a le droit, et heureusement qu'on a le droit. Tout ça n'est pas cadenassé ou verrouillé. Donc quand on voit un certain nombre de responsables de droite appeler quasiment ouvertement la gauche à voter, ou des responsables de gauche, ou des journalistes de gauche, totalement de gauche, appeler leurs amis à venir voter dans la primaire, on se dit que tout ça est un cours de dévoiement, qu'on est en train de se tromper d'objet. Ça, c'est pour l'élection présidentielle. Il y a aussi pour tout la un tas primaire, d'électeurs qui ne sont peut-être ni de gauche ni de droite, qui ont voté pour Nicolas Sarkozy, qui ont voté pour François Hollande en 2012, et qui se demandent aujourd'hui, est-ce que finalement j'ai ma place dans cette primaire ? La question qu'on leur pose, ou ce qu'on leur demande de faire, c'est de signer une charte qui dit qu'ils s'engagent à défendre les valeurs de la droite et du centre. C'est quoi ces valeurs de la droite et du centre ? Si je suis un électeur qui me demande si j'ai le droit de voter à cette primaire, c'est quoi les valeurs auxquelles je dois adhérer ? C'est la valeur de responsabilité. La responsabilité individuelle prime sur la responsabilité collective. C'est la valeur du travail. C'est une valeur de solidarité, mais exigeante. C'est tout cela. C'est une valeur d'autorité. C'est la valeur de la laïcité, mais avec évidemment une reconnaissance profonde et respectueuse des religions. Enfin, il y a beaucoup de choses de cette nature. La droite, elle se retrouve dans beaucoup de politiques. D'ailleurs, très vite, on estampille les politiques. Ça, c'est de droite, ça, c'est de gauche. Donc, ça veut bien dire qu'il y a deux visions de la société différentes. Ça reste la même France. Ça reste une France, on est patriote, mais on a une vision de l'Europe qui parfois est assez différente. Donc tout ça, il faut l'illustrer. Le débat de la primaire est là pour l'illustrer. Mais ça me semble assez presque ahurissant de se dire qu'on est obligé de venir devant des journalistes pour expliquer que la primaire de la droite et du centre, elle est réservée à la droite et au centre. Comment Alors, un électeur de gauche qui Pas décide... forcément de gauche. Pas forcément de gauche, quelqu'un qui a voté François Hollande, parce qu'il était déçu de Nicolas Eh bien, Sarkozy. un électeur, oui, pour d'autres raisons. Il peut revenir. Voilà, François Bayrou, par exemple. Ouais. Un électeur de Il gauche n'a pas sa ou place un dans cette électeur primaire qui ne sait pas où il est, il peut venir bien sûr, il peut venir à la primaire. Mais à ce moment-là, il doit respecter toutes les règles de la primaire. Il doit respecter les règles. On doit l'obliger Eh ben, à voter à droite. il doit, si le candidat pour lequel il a voté, ce candidat n'est pas celui qui est élu, il doit aller jusqu'au bout de son engagement Donc, voter au et à ce premier moment-là, de voter l'élection présidentielle. au premier tour de l'élection présidentielle pour le candidat issu de la Comment primaire. est-ce qu'on contraint à ça Comment est-ce qu'elle Mais contraint à ça personne ne peut contraindre personne, mais on a le droit de le dire Donc quand ça, même. c'est On a le droit de une le dire. critique contre Jean-Christophe Lagarde, contre François Bayrou, qui disent si Nicolas Sarkozy gagne la primaire, c'est pas certain que je le cède. Quand François Bayrou, je l'ai dit depuis longtemps, quand François Bayrou dit je soutiens Alain Juppé, mais il ne faut pas trop que ça se sache parce que c'est pas populaire dans les milieux de droite, bon, c'est assez bizarre. Quand François Bayrou, qui a quand même voté pour Hollande et pour Royal, donc je ne sais pas si c'est vraiment un super électeur de droite, quand il dit je vais voter pour Alain Juppé, c'est très bien, mais alors à ce moment-là, il faut qu'il aille jusqu'au bout des choses. Il ne faut pas qu'il dise si c'est pas Alain Juppé, bah, je ferai en sorte que d'être candidat à moi-même. Enfin, il n'y a aucun respect, quoi.
Il n'y a aucun respect dans tout ça. Et c'est pas bien, c'est pas une bonne manière de faire de la politique. Il y a des règles, on y va, on est dans la primaire. Quelqu'un peut avoir voté Hollande la dernière fois, ou même avoir voté à gauche toute sa vie, puis se dire non, les thèmes de droite, les thèses, la manière dont on vend, la manière dont on présente nos projets, notre programme, c'est bien ce qu'il faut pour la France. Eh ben, je viens à la primaire de droite parce que je voterai pour le candidat de la droite. Et ça ne me dérange pas, ça, au contraire. D'accord. Mais ce qui me dérange, c'est de se dire, je joue sur tous les tableaux. À ce moment-là, ça fausse les résultats de la primaire. Ça la fausse, ça veut dire qu'il y a une interférence. C'est pour ça qu'on dit qu'on a une primaire qui peut être volée. Bon, j'en tire aucune autre Qu'est-ce qu'il faut conséquence. faire alors? Est-ce qu'il Bah, faut le mettre dire. des règles? Est-ce qu'il Eh faut ben, le dire. pas légiférer, faire un cadre un peu plus... Non, le dire, eh ben, le ok, dire, de dire attention, vous allez signer un document dans lequel vous dites que vous êtes pour les valeurs de la droite et du Valeurs centre. Ce républicaines, document, qui sont- oui, mais c'est des valeurs, tout est républicain de toute façon aujourd'hui. Donc, vous avez les valeurs de la droite et du centre, et à ce moment-là, respectez ça. Si vous signez ça, c'est pas signé avec la main derrière le dos en croisant les doigts pour dire non, je mens. Non, vous êtes dans la primaire de la droite et du centre. La seule Vous êtes sanction, c'est la déontologie. clairement là-dedans. C'est la une malhonnêteté déontologie. intellectuelle. C'est une déontologie politique. La primaire, elle exige une forme de déontologie politique et de discipline politique. Sinon, elle est faussée. Et dans ce cas-là, il ne faut pas faire de primaire. Est-ce que ça vaut pour les électeurs d'extrême droite? On a appris mercredi que Jean-Frédéric Poisson, qui est candidat, allait tenir un meeting en décembre, après la primaire, avec Robert Ménard. Il veut aussi casser le cordon sanitaire qu'il y a entre la droite républicaine et le FN. Est-ce que cette règle-là vaut aussi pour les électeurs d'extrême Bien droite? sûr, elle vaut pour tous les électeurs. Elle vaut pour tous les électeurs. Moi, je ne suis pas directeur de la campagne de Jean-Frédéric Poisson, vous l'avez remarqué, donc je ne sais pas ce qu'il fait. Mais ça vaut aussi pour les électeurs d'extrême droite. Je pense que la France n'est pas condamnée à l'extrême droite à 30% pour toute sa vie. Voilà. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'électeurs d'extrême droite qui crient leur colère, leur mécontentement, leur suspicion vis-à-vis de la politique. Ces électeurs, ils ont souvent voté à droite auparavant, parfois d'ailleurs à gauche, quelquefois même au Parti communiste. Ces électeurs, ils ont pour vocation à revenir dans leur formation d'origine s'ils retrouvent de la confiance dans la vie politique. Mais s'ils veulent participer à la primaire de la droite, de la même manière, il faut évidemment participer à la primaire, accepter les règles de la primaire et voter au premier tour pour le candidat issu de nos rangs. Du coup, est-ce que ça marche aussi à l'intérieur des candidats pour la primaire, c'est-à-dire cette notion-là où il faut un peu se tenir, comme vous disiez au début, en cordée. Sarkozy élu président, est-ce que lui aussi il ira prendre des jupéistes dans son gouvernement? Est-ce qu'il y aura une place pour François Fillon? Est-ce qu'il y aura une place pour Bruno Le Ça, Maire? c'est le gouvernement, c'est une autre... C'est là que ça se joue, c'est maintenant aussi que ça se joue. Tard. Ce qui compte, c'est une fois Nicolas Sarkozy élu le 27 novembre, il étendra ses équipes politiques ou ses équipes techniques d'ailleurs, mais aussi ses équipes politiques à l'ensemble de ceux qui ont participé à la primaire pour les autres candidats. Sinon, ça ne marche pas. Même Alain Si Juppé, le candidat Alain qui Juppé est gagne... dans le gouvernement Sarkozy, de nouveau. C'est possible. Je parle de la préparation de l'élection présidentielle. Il y a plusieurs phases dans cette histoire. Après, Ouais. vous avez il y a quand même une élection présidentielle. C'est vrai. Juste remarquer qu'il n'y a pas On de va la un peu primaire. vite. Il y a Le quand même vainqueur une de la élection primaire sera pas présidentielle, le et vainqueur de la présidentielle. il ne faut pas sous-estimer cette élection. Ce ne sera pas automatique vu l'état Non, il n'y a rien d'automatique. Les électeurs, vous le savez très bien en posant la question. Non, Il non, mais il y a- la démocratie, il n'y a rien C'est aussi, d'automatique. c'est aussi ce qui pousse une partie Pour des gens gagner, il faut être bon. que vous dites de gauche à aller voter à cette primaire, c'est qu'ils pensent que la primaire désignera le futur président de la République. C'est pas votre... Oui, mais dans ce cas-là, qu'ils attendent le candidat de gauche. Parce que aller voter à la primaire pour un candidat de droite et puis après attendre le candidat de gauche et voter pour le candidat de gauche au premier tour de l'élection présidentielle, savoir truquer la primaire de la droite. Donc ça c'est juste pas possible et c'est moralement absolument pas l'état d'esprit de la primaire. Donc moi je parle de l'élection présidentielle. Dans l'élection présidentielle, le soir du 27 novembre, le candidat qui a gagné, il doit venir là sur ce beau pupitre, dire moi je salue la performance de tous mes concurrents. C'était des concurrents, ce sont maintenant des alliés, des partenaires, et j'élargis mes équipes à tout le monde. Je rassemble la famille politique. S'il n'est pas capable de rassembler sa famille politique, il ne sera pas Vous avez capable de gagner l'élection Vous présidentielle. êtes l'un des rares à être aussi compatible avec tous les courants. Est-ce que dans une campagne, comme ça, une fois que le leader sera affirmé, vous ne seriez pas le mieux placé pour prendre la tête du parti?
Non, enfin, moi, je ne me projette pas dans tout cela. J'ai l'ambition comme tout le monde, mais je pense qu'il faut d'abord essayer de gagner. Moi, je souhaite que Nicolas Sarkozy gagne cette élection primaire. Je pense qu'il va la gagner. Je pense qu'il y aura un énorme effet de surprise. Je respecte tous les autres candidats, je n'ai aucun problème là-dessus. Moi, je vote pour, je ne vote pas contre. Et puis, quoi qu'il arrive, moi, comme beaucoup d'autres, comme je pense tous les autres, nous soutiendrons sans arrière-pensée le candidat qui aura gagné. Ce candidat, il devra faire un effort de rassemblement. Comme secrétaire général des ça ne marche Républicains, vous veillerez à ce qu'il y ait un meeting Sarkozy-Juppé ou Juppé-Sarkozy? C'est absolument nécessaire qu'il y ait des preuves de cela. Enfin, il y a suffisamment de médias, etc., pour exprimer le soutien de celles et ceux qui n'ont pas gagné la primaire. Ils sont 7 aujourd'hui, 6 ou 7. Il y en a 6 qui n'auront pas gagné et un qui aura gagné. Les 6 autres, ils seront au service, et leurs équipes seront au service de celui qui aura gagné, à la fois en termes de fond, c'est-à-dire revoir le programme. Bien sûr, la personne a porté un projet, c'est ce projet qui dominera, mais en même temps, il faut quand même regarder ce qu'ont dit les autres candidats et regarder si les choses peuvent être améliorées. Reconstituer les équipes autour du candidat, des équipes politiques, des équipes techniques, enfin bref, jouer le rôle d'une équipe pour gagner l'élection présidentielle. Allez, on passe à notre autre chapitre, une séquence un peu plus récréative. On est allé chercher quelques-uns de vos tweets pour notre séquence qui s'appelle « Assume ton tweet ». Eric Woerth, on vous propose de revenir sur un tweet que vous aviez posté en novembre 2014. Voilà, c'est celui-ci. Le principe de précaution est devenu un principe d'émotion. Voilà, alors j'imagine que vous savez déjà là où on va vous amener. Vous savez que ce principe est aujourd'hui sollicité. C'est un principe que met en avant Nicolas Sarkozy pour parler des mesures à prendre contre le terrorisme. Il veut que tout étranger suspecté d'être en lien avec le terrorisme soit enfermé ou expulsé. Est-ce que vous pensez toujours ce que vous écrivez sur ce tweet? Oui, bien sûr. Le principe de précaution, il est venu dans la société française un peu à une époque où on ne pensait pas probablement à tout ça. Pourquoi pas? Il faut être précautionneux. Grosso modo, il ne faut pas faire n'importe quoi, on est bien d'accord. Mais en même temps, on voit bien que ça crée une forme d'immobilisme, une forme de peur, une forme de responsabilité, une forme d'incapacité à assumer le progrès. Parce qu'on est dans l'émotion. Et les erreurs sur le progrès. Donc on a souvent des émotions. Regardez, vous avez tous des téléphones portables. On n'en parle plus. Enfin, il y a quelques années, vous aviez tous les parents d'élèves qui venaient sans arrêt voir les maires partout en France pour dire il y a une antenne de portable là, c'est scandaleux, c'est terrible, principe de précaution, retirez l'antenne. Bon, on est uniquement là-dessus et donc il faut raison garder. Donc moi j'avais proposé qu'on le remplace par un principe d'innovation responsable, de l'innovation mais de la responsabilité évidemment. Et dans le domaine du terrorisme, évidemment qu'il faut, alors peut-être que le principe de précaution il doit s'appliquer, mais pas dans le domaine scientifique. Dans le domaine du terrorisme, on voit bien que les fichiers, c'est a priori un fichier de gens plus ou moins dangereux. Si on considère suspecté, donc plus ou moins dangereux, si vous êtes sur un fichier, j'imagine que vous n'êtes pas sur un fichier, donc il faut quand ça, même. on n'en sait rien. Non, vous n'en savez rien. Et les personnes qui le sont ne le savent pas. Moi non plus. Bah, c'est le principe du fichier, sinon. Sauf qu'elles le sauront si elles sont. Oui, mais moi j'en ai assez des situations où au fond tout le monde est un bisounours, où la République n'a pas à se défendre, où on accepte tout. Le vrai débat, c'est celui entre l'état du droit et les mesures évidemment que il y a l'état du droit, il y a l'état de droit, il y a l'état du droit. Et l'état du droit, il est fait pour évoluer en fonction des circonstances. Quand ces circonstances ne sont pas des circonstances émotionnelles, mais quand ces circonstances sont des circonstances gravissimes. Et c'est bien le cas. Si sur ce fichier S, il y a des individus qui sont considérés comme particulièrement dangereux, c'est à la police de le dire, c'est pas évidemment à la politique de le dire, un la juge, police non de le dire. Oui, la police et puis un juge, mais on parle là de rétention administrative. Donc on est bien, on extrait ces individus de la société le temps qu'il faut, sous contrôle d'un juge, c'est pour ça qu'il faut un parquet antiterroriste. Et puis voilà, quand la menace est passée, ou quand le juge décide autrement, il est remis dans la vie publique. Mais on doit employer malheureusement des moyens pour se défendre, qui sont des moyens qui peuvent donner le sentiment d'être attentatoires à la liberté, je suis d'accord avec ça. Et comme tout le monde, je suis attaché à notre liberté de vivre ensemble. Mais la liberté de vivre ensemble, ce n'est pas nécessairement de mettre en avant toutes les faiblesses d'une démocratie. Toutes les démocraties qui sont mortes, tous les régimes démocratiques qui sont morts, ils sont morts de leur faiblesse, ils ne sont pas morts de leur force. Autre tweet, Eric Woerth, un tweet qui date
d'un peu moins longtemps, il me semble. On vous voit avec l'équipe de foot parlementaire. Puis Ouais. peut-être pour introduire là-dessus. C'était pour, on va parler un peu Rebondir. football et politique. Donc j'imagine que vous avez entendu les propos de François Hollande sur les footballeurs qui sont issus donc, du livre de confession qui défraie la chronique. Il décrivait des footballeurs sans valeur, des gosses mal éduqués. Il proposait même une musculation du cerveau pour les footballeurs et la Fédération française de football. Qu'est-ce que, vous qui êtes un amateur de football, qu'est-ce que vous en avez pensé ? D'abord, il ne faut jamais généraliser. Quand on est un président de la République, on évite de généraliser. Il y a des gens bien et des gens pas bien partout. Voilà, dans toutes les professions, il y a des gens bien et des gens pas bien. Après, c'est le livre en lui-même, c'est la tonalité du livre où c'est quand même assez dingue comme livre, où tout est dit n'importe comment, dans n'importe quel sens. Non pas pour un président qui est en train de clore sa vie politique, en tout cas on le croyait jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'il a 92 ans, il rédige ses mémoires, il se lâche un peu. Bon, ça peut arriver, mais pas pour un président en exercice, parce que ce qu'il dit au fond, ça nous représente un peu. Il y a une parcelle, voilà, moi on a un 65 millionième du président de la République. Il nous représente, c'est le président de la République. Donc on préférait qu'il soit à la hauteur du sujet. Même si on n'a pas voté pour lui, il représente le pays. Sur le football, et ça, c'est pas bien. Sur ses propos. C'est terrible pour les sportifs d'une manière générale. Il y a un côté désagréable dans le foot, c'est le côté. L'argent pourrit beaucoup de choses probablement. Et donc ça, c'est évident. Mais ça se combat. Ça se travaille avec la fédération, etc. Il y a des gens très bien. Puis on aime bien les voir jouer aussi. On aime aussi les voir gagner. Il y a un côté spectacle. Pourquoi il y a de l'argent ? Parce que c'est du spectacle. Et parce qu'on y adhère. Il y aurait pas, si ça n'intéressait personne, il n'y aurait pas d'argent. Regardez tous les sports qui sont magnifiques où il n'y a pas un sou. Il y a des sports magnifiques qui mériteraient d'avoir beaucoup plus d'argent. Il n'y en a pas. Mais là, le football, il est sur le plan planétaire. Il y a suffisamment de scandales. Est-ce qu'ils doivent être exemplaires, les footballeurs ? Enfin, toute personne qui assume le spectacle doit être exemplaire dans ce qu'il sait faire. Dans ce qu'il sait faire. Le footballeur, il doit sur le terrain être exemplaire. Dans sa vie privée, il est un citoyen, il doit respecter les règles de la vie citoyenne. Autre tweet. Non, pas autre tweet, on n'a pas le temps. Bon, autre séquence, on passe à la séquence 1 minute pour dire du bien. De Sylvain. Alors. Alex. Non, qui veut l'introduire ? Oui, Eric Werth. Alex. 1 minute pour dire du bien. On vous a facilité la tâche, on n'a pas pris de rivaux de Nicolas Sarkozy, mais on vous laisse quand même le choix. Vous avez 1 minute pour dire du bien, soit de Najat Vallaud-Belkacem ou de Marion Maréchal Le Pen. Oula, c'est difficile, Ouais, 30 secondes sur chacune, et encore c'est trop. Non, mais je vais plutôt parler de Najat Vallaud. En bien Je ne sais pas, c'est votre exercice. C'est le défi. Ça y est, c'est fini la minute, non ? C'est terminé. Non, il reste Vous en sortirez le pas compteur comme ça. 48 secondes. Non, je sais pas. Je pense que chaque politique, et c'est vrai pour elle aussi, chaque politique, il a envie de bien faire. Donc de temps en temps, il se trompe, hein, c'est la vie. Et je pense qu'elle s'est lourdement trompée sur le collège. Mais je ne critique pas l'intention. Je suis persuadé qu'elle veut être une bonne ministre de l'Éducation nationale et qu'elle essaie de tout faire pour cela. Simplement, elle a une administration. D'abord, elle a quand même une idéologie assez forte que je ne partage pas. Et puis, il y a une administration, notamment à difficile. l'éducation Ça fait pas beaucoup nationale. de- ça fait pas Il y beaucoup a de une bien, tout ça. administration à l'éducation nationale qui est quand même parfois un peu pesante et qui dicte au ministre, au fond, son souhait. Je ne pense pas qu'elle soit libre. Je pense qu'une fille qui a plutôt envie d'être libre, je ne pense pas qu'elle le soit totalement. En 5 secondes, vous n'auriez pas juste une qualité à lui accorder ? Ah, persévérance, elle est très, très redoutable. J'ai déjà, dans des débats, elle est tout à fait redoutable. Une personne intelligente. C'est une bonne femme politique ? Oui, Sans oui. parler forcément de... Oui, enfin, il faut qu'elle soit élue à un moment donné quelque part. Oui, ça serait bien. Merci Eric Werth. On passe à une nouvelle séquence, la séquence qu'on a intitulée l'alternance, à quoi ça ressemble ? On va parler un petit peu d'économie avec des mesures plus concrètes, Sylvain. Oui, vous avez déclaré que tout n'était pas acheté dans le quinquennat de François Hollande. Qu'est-ce que vous gardez ? Est-ce qu'il y a 1 ou 2 mesures, notamment économiques, que vous gardez ? Non, en fait, j'ai déclaré ça parce qu'on m'a dit, mais alors tout n'est pas acheté, tout n'est pas acheté. J'ai dit, on ne fait pas un paquet de trucs. Le gouvernement, il prend des centaines de décisions par jour, et heureusement des décisions qui sont acceptables. C'est la ligne générale qui est inacceptable. Je n'ai pas en tête comme ça des mesures formidables prises par Hollande, mais il doit y en avoir. Il n'y a aucune mesure. Il n'y a pas la nuit et le jour, si vous voulez. L'opposition, c'est pas le jour éclatant, c'est pas la lumière éclatante de la Vallée Blanche. Et puis le gouvernement, c'est la nuit sombre du pôle Nord. Non. Heureusement, il y a des décisions certainement. Enfin, vous pouvez m'en citer. Moi, j'en ai pas
Vous n'avez Qui pas. arrive en C'est- tête, mais parce que j'en ai pas qui arrivent en tête là, parce qu'il y en a plein, probablement, qui vont dans le bon sens. Mais globalement, la France, en fin de parcours de Hollande, elle sera plus faible, elle sera moins reconnue sur le plan international, elle aura plus de chômeurs que la France qu'a laissé Nicolas Sarkozy en 2012. Moi, je croyais que la vie était un progrès avec François Hollande, la vie n'est pas un progrès. Donc il y a le budget de 2017 qui commence son examen à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il y a des mesures qui ne tiendront pas si vous êtes élu? Et par exemple, on pensait notamment à l'impôt à la source. Est-ce que ça, c'est une réforme qui peut être définitivement enterrée? D'abord, ce budget, il est super factice, parce que le vrai budget, c'est juillet 2017. C'est d'ailleurs quel que soit le gouvernement. C'est toujours pareil, c'est en fait, collectif. voilà. à chaque présidence. Oui, mais là franchement, on repousse beaucoup de recettes. Enfin, on accélère des recettes qu'on devait percevoir en 2018, on le perçoit en 2017. Je ne vais pas faire de technique. Et puis, on pousse des dépenses sous le tapis, on met de la poussière sous le tapis. Des dépenses qui devraient concerner l'exercice 2017, elles concerneront l'exercice 2018. C'est pour ça que l'opposition dit, on ne sait pas bien dans quel état si on gagne, on prend la France. Il y a sûrement une dizaine de milliards d'euros. Je crois que c'est à peu près le bon chiffre, une dizaine de milliards d'euros qui viendront plomber l'exercice. Et donc il y a un budget 2017 dans lequel on intégrera nos propres propositions, l'impôt sur le revenu, la baisse des charges, l'imposition du capital, l'ISF, etc. L'annulation Et de tout l'impôt ça. à la source. Et sur l'impôt sur le prélèvement à la source, on est défavorable au prélèvement à la source. Une Donc une fois qu'il sera voté. On supprimera le prélèvement à la source. Oui, parce que c'est des mesures qui, d'abord, c'est pas une politique fiscale, c'est une question de collecte. Donc on n'est pas dans la politique fiscale, et on considère que le prélèvement à la source, d'abord, c'est prélevé à la source. Donc sur votre feuille de paye, messieurs, puisqu'il n'y a pas de femmes, sur votre feuille de paye, vous serez payé moins. Alors vous me direz, oui, mais j'aurais payé mon impôt. Sauf que psychologiquement, ça fait quand même un petit effet. C'est très différent d'être payé ce que vaut votre travail pour votre employeur, et puis de l'autre, payer ses impôts, que de voir son. Donc c'est déjà psychologiquement assez compliqué, ça créera des tensions salariales. Et puis en même temps, l'entreprise, elle n'est pas là pour prélever l'impôt sur le revenu, ça pose plein de questions. Donc on supprimera ce prélèvement à la source, ça fait l'objet d'un gros travail de l'administration fiscale. Je rends hommage à l'administration fiscale, c'est pas elle qui l'a choisi, mais elle a fait un gros travail. Mais je pense que c'est une erreur de prélever à la source. Ce qui n'est peut-être pas une erreur. J'ai un bémol avec un certain nombre de mes camarades, mes amis politiques. Ce qui n'est peut-être pas une erreur, c'est de vouloir faire en sorte qu'on prélève l'impôt l'année du revenu, et qu'il n'y ait pas un décalage. Là, je suis d'accord avec ça. Mais je considère qu'on peut le faire sans prélèvement à la source. Donc, existe le prélèvement à la source, mais on mensualise. On est souvent mensualisé. On mensualise. Donc on oblige la mensualisation sur le revenu de l'année. Et avec le numérique, avec la déclaration sociale numérique, etc., c'est tout à fait possible qu'une entreprise transmette à l'administration fiscale en direct le montant de votre revenu du mois, et que l'administration fiscale, donc on est bien dans un lien administration fiscale citoyen, prélève en fonction du revenu réel. Un mot sur les fonctionnaires. On parle d'économie. Vous avez été ministre de la fonction publique. Nicolas Sarkozy veut réduire de 300 000 pendant le quinquennat, dont 150 000 pour les collectivités territoriales. Est-ce que ça ne pose pas un problème constitutionnel? Jean-Frédéric Poisson l'a évoqué pendant le débat. Il y a la question de la libre administration des collectivités. Comment on impose à un maire, à un président de conseil général, de couper dans ses effectifs? Alors c'est vrai qu'il y a une libre administration, donc soit on change, soit on change la Constitution, soit on procède autrement. On aura à le préciser. Mais l'idée qu'il y ait moins de fonctionnaires, parce qu'on a une petite expérience quand même, et moi aussi, j'ai fait la RGPP, etc. On a fait 150 000 fonctionnaires de moins. C'est clair, c'est net, c'est pas contestable, sur l'État. Il y a eu en même temps au moins autant de fonctionnaires recrutés dans les collectivités pour de bonnes ou de moins bonnes raisons. Parfois pour de bonnes, avec de nouvelles compétences. Oui, parfois pour de bonnes raisons et parfois pour de moins bonnes raisons. Donc si on veut, et on veut limiter le nombre de fonctionnaires, il y a trop de fonctionnaires, ça ne veut pas dire qu'on est contre les fonctionnaires, ça ne veut pas dire que, mon Dieu, quelle horreur, cette politique anti-fonctionnaire. On pense que les fonctionnaires ne sont pas assez bien payés, les profs sont notamment pas du tout assez bien payés, mais on veut des fonctionnaires avec des missions plus précises, avec des responsabilités plus précises. Comment on impose aux collectivités territoriales? Eh bien, par exemple, on fait varier les dotations en fonction de leurs efforts dans ce domaine-là. On change les règles de gestion de la fonction publique. Vous pouvez considérer qu'on recrute par contrat et pas dans la fonction publique. Est-ce que c'est pas moyen de contourner l'obstacle constitutionnel?
Vous pouvez aussi vous dire que la vraie vie, c'est également d'avoir des règles qui, au fond, donnent une option aux collectivités. Après, vous êtes des grands garçons et des grandes filles quand vous êtes maire, président de département ou de région. Vous la respectez ou pas, mais vous avez un contrat avec l'État. Rien n'empêche qu'il y ait un contrat entre l'État et les collectivités locales sur le nombre de recrutements dans la fonction publique. Moi, il pourrait y avoir un contrat entre l'État et la ville de Chantilly, donc je suis une maire, pour dire voilà, vous avez tel truc, tel machin, on considère que c'est tant, est-ce que vous êtes d'accord? Si vous signez, on vous aidera sur tel truc, si vous signez pas, on vous aidera pas. Ça semble, c'est tellement facile la relation contractuelle, c'est des engagements, c'est aussi de la responsabilité qu'on partage. Mais on ne pourra pas baisser durablement le nombre de fonctionnaires, augmenter la qualification des fonctionnaires, c'est très important, changer le statut de la fonction publique et le faire évoluer si on ne réduit pas le nombre de fonctionnaires dans l'État et dans les collectivités locales. Mais parmi toutes les mesures que propose Nicolas Sarkozy, vous évoquez la baisse du nombre de fonctionnaires, la baisse des charges, la baisse des impôts. Est-ce qu'il n'y a pas toujours les mêmes recettes? Elle est où la modernité dans le programme de Nicolas Sarkozy? On a l'impression en fait de voir le même programme déroulé depuis des années. C'est pas un thriller, hein. C'est pas, voilà, vous n'êtes pas en train de relire le truc le soir en disant je peux pas fermer, je peux pas dormir. Que le monde évolue. J'ai besoin de savoir ce qui se passe dans la page d'après. Tous ceux qui font profession de modernité, ils disent exactement la même chose. Ils prennent les articles de presse qui passent et puis ils mettent numérique à toutes les pages et robotisation. Voilà. Mais la question, elle n'est pas de savoir s'il y a des modernes ou des anciens. Tout le monde est moderne, tout le monde est dans la vie. Et qu'est-ce qu'il y a dans la vie? Logiciel pour demain. Je peux sur l'ubérisation, le revenu universel. Mais on en parle sans arrêt. Le revenu universel, c'est pas, tout ça, c'est des plaisanteries. C'est pas ça qui va faire changer le pays. Pour changer le pays aujourd'hui, il y a un certain nombre de fondamentaux. Il faut peut-être s'attaquer déjà à ce qui ne marche pas, quoi. Et ce qui ne marche pas, c'est qu'on a un droit du travail qui est un carcan, qui est devenu son droit du chômage. On ne veut pas embaucher. Le boulanger du coin, il a peut-être besoin de quelqu'un, il ne l'embauchera pas parce qu'il a peur de l'embaucher, pour des raisons de droit. Donc il faut changer le droit du travail. C'était fait dans d'autres pays, c'était très moderne dans d'autres pays d'ailleurs. Mais il y a 15 ans, ce serait moderne si c'était en France. Oui, ben ça reste moderne puisqu'on ne l'a pas fait, ou pas suffisamment. Et puis la baisse des impôts, c'est moderne. Baisser les impôts, c'est moderne parce que ça veut dire aussi que c'est une autre vision du pays. C'est un pays dans lequel, au fond, on laisse un peu plus d'argent aux entreprises et un peu plus d'argent aux consommateurs. Vous consommerez moderne plutôt que de payer des impôts. Vous, les investissements des entreprises, elles achèteront les robots. Il y a un retard très fort de robotisation dans l'industrie française. Elles achèteront ce dont elles ont besoin. Elles investiront. C'est moderne d'investir dans l'économie d'aujourd'hui. Et puis, il faut baisser la dépense publique parce que la dépense publique, c'est pas super moderne de considérer que l'État décide de tout. Moi, je crois à la responsabilité individuelle. Je pense que l'État en France représentera toujours plus que dans d'autres pays. J'y suis attaché. Je suis attaché à la protection sociale, attaché à la sécurité sociale. Je ne sais pas si c'est moderne ou pas, mais je suis attaché à la solidarité. Je pense que quelqu'un doit être soigné comme il doit être soigné. Mais en même temps, il faut évidemment essayer de le faire dans des conditions financières acceptables et durables. Je ne sais pas si c'est super moderne de créer de la dette sociale. Je pense que ce n'est pas super moderne, c'est super irresponsable. Allez, on s'autorise 5 dernières minutes pour la dernière séquence de l'émission. 2 séquences exactement. La première, c'est celle de l'instant quinoa. L'instant quinoa, c'est Jean-Luc Mélenchon qui l'avait inauguré en disant qu'il était passé à la salade de quinoa, que ça lui avait fait un bain de jouvence. Vous, c'est quoi votre astuce pour faire campagne, pour tenir le choc? Et ne dites pas que c'est dormir, parce qu'on imagine qu'il y a d'autres astuces que celle-là. Je ne suis pas un type très astucieux. Je ne sais pas. C'est le rythme. Et je pense que c'est le rythme, comme tous les gens qui travaillent beaucoup. Il y a plein de gens qui travaillent beaucoup en France, au-delà des 35 heures. C'est au fond le rythme. Quand vous avez un rythme, c'est comme un rythme de sportif. Vous avez beau courir le 100 mètres très très vite, si vous n'entraînez plus, vous perdez des dixièmes de seconde. Même si vous êtes très très fort. Si vous êtes un tennisman, si vous ne faites pas des centaines de coups droits par jour, vous ne tenez pas le choc à ce niveau-là. C'est la même chose quand on exerce sa profession. Si vous ne l'exercez pas tout le temps, à un rythme élevé, vous perdez le rythme. On sait garder le rythme et puis garder la foi, être optimiste aussi. C'est très important d'être optimiste, c'est bon pour la... D'abord le mental. Oui, il y a beaucoup de mental, c'est vrai pour le sport aussi, il y a beaucoup de mental. Le quinoa, non, je ne vous ai pas convaincu. Je ne sais pas trop ce que c'est, de la salade de quinoa, je sais pas. Autant essayer de manger ce qui est bon, peut-être bon, j'en sais rien. Allez, on finit avec la toute dernière séquence, la séquence « Tu préfères » présentée par Sylvain Dulab. Oui, vous connaissez le jeu Tu préfères, on l'a adapté un peu au monde politique, avec plusieurs propositions. Vous préférez être Premier ministre d'Alain Juppé ou secrétaire d'État de Nicolas Sarkozy?
Je travaillerai pour celui qui gagnera. Donc, pas de choix. C'est un dilemme, c'est compliqué. C'est compliqué parce que vous Ah oui, projetez, c'est un vous vrai projetez dilemme. sur, C'est etc. le but du Moi, jeu. j'ai un gros défaut. Je suis quand même, j'espère en tout cas, quelqu'un de fidèle et de loyal. Je suis loyal à Nicolas Sarkozy. Donc plutôt secrétaire d'État de Nicolas Sarkozy. Vous préférez perdre l'usage de la parole ou être obligé de commencer chacune de vos phrases en disant du bien de Laurent Wauquiez? Je préfère commencer à dire du bien de Laurent Wauquiez. Chacune de vos phrases. Chacune de mes phrases, oui. Vous voulez que je commence tout de suite? Pour la Très prochaine bon réponse. président. Pour la prochaine réponse. Très bon président par intérim de l'UMP, de les Républicains. Par intérim, vous le soulignez. Non, mais c'est parce que Non, parce que lui, il a fait c'est le ôter, cas. mais c'est Non, autre chose. Qu'importe, mais enfin, c'est son statut aujourd'hui. Et peut-être qu'il sera président des Républicains après s'il le souhaite. Ce sera plutôt une chance. Vous préférez être obligé de vous informer uniquement sur Mediapart ou être obligé de lire tous les livres de Yann Moix? Alors là, vraiment, c'est Caribe et Silla, hein, c'est un peu difficile. Il y a eu tellement d'agressivité de ce monsieur Moix que je ne connaissais pas. Je ne sais pas pourquoi. Pour avoir du talent, on n'est pas obligé d'être agressif, quoi. C'est une drôle de manière de concevoir les relations en société. Vous pouvez dire des choses dures, vous pouvez dire des choses. Moi, je n'ai aucun problème. Il faut dire les choses. Je ne dis pas qu'il faut enterrer les choses, il faut dire les choses. Vous n'êtes pas obligé sans arrêt de montrer que vous n'aimez pas les gens. Il y a cette malveillance, et je pense qu'à la fois Mediapart et à la fois monsieur Moix, pour moi, représente une forme de société de la malveillance. Pas de choix, là, c'est Non, là, pareil. franchement, aucun choix. Vous préférez être obligé de payer vos impôts à la source ou être obligé de remplir chaque année la feuille d'imposition de Thomas Thévenoud? Je préfère peut-être quand même payer mes impôts à la source. Ah, Et une dernière, vous préférez faire vos courses avec un panier en osier ou avec un tote bag? Avec un quoi? Un tote bag. C'est C'est quoi, le tote bag? les petits sacs en tissu. encore on voit plus qu'ils bobo sont que- encore ouais, plus voilà, bobos ok. que le panier en osier. Ouais, ouais. Le panier en osier, c'est un peu has-been. En réalité, je fais les courses et en général, j'apporte, vous savez, on vous petit donne panier, des sacs un peu gros qu'on achète dans les supermarchés, donc je les réemploie. C'est une très bonne idée d'avoir supprimé les sacs en plastique qui pourrissaient totalement les paysages et l'environnement. J'étais à Chypre ce week-end, je suis allé sur le Charles de Gaulle, donc j'ai atterri à Chypre, et dans les champs autour de l'aéroport, il n'y avait que des sacs en plastique. Et je me suis dit, c'était le paysage de la France il y a quelques années. Ça, c'est une bonne décision. Et vous préférez marcher avec Jean Lassalle ou avec Emmanuel Macron? Je pense que Jean Lassalle est un meilleur marcheur. De fond, vous voulez dire? De fond. Emmanuel Macron, plutôt que de s'occuper des bus, il aurait mieux fait de s'occuper des trains. Et donc il a complètement loupé son passage au ministère de l'économie. C'est pas enthousiasmant pour se dire qu'il pourrait aller plus loin. Merci Eric Woerth, merci d'avoir participé à Point Paul aujourd'hui. Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. À bientôt.